voilà, Daniel, nous sommes très heureux, évidemment, d'initier ces nouvelles soirées des lettres sous forme vidéoconférence avec toi. Habituellement, nous invitons trois écrits. Je vois que tu as travaillé essentiellement pour le théâtre et je voulais savoir comment tu es passé du théâtre à l'écriture de la fiction. Ça a été une chose naturelle chez toi ou ça a été l'objet d'une démarche? J'ai mêlé théâtre et écriture depuis très longtemps. Disons que c'est surtout dans les années 80, 90, 2000 que j'ai fort intensifié mon travail de metteur en scène et d'adaptateur. Mais je n'ai pas cessé d'écrire. Je publiais des recueils de poèmes, des récits, j'éditais, etc. Et puis, mais j'écrivais des nouvelles. Mais je n'étais pas encore prêt, je dirais, à les livrer. Et puis, j'ai eu une invitation en 98, en 1998, de la part de ce cher Jacques de Decker, qui m'a invité à participer à la relance de Marginal, la petite grande évasion. Et je n'ai pas arrêté, je dirais, sauf l'un ou l'autre numéro qui m'inspirait peut-être un peu moins, etc. Je n'ai pas arrêté d'y participer pendant une vingtaine d'années, et par ailleurs de publier donc des récits courts, des nouvelles, etc. Et je dirais des récits. Certains, on l'aurait appelé roman, mais je l'ai toujours appelé récit. Voilà. Donc ça a été mon trajet. Et le passage de l'un à l'autre, je crois que le théâtre m'a appris, enfin, chacun devrait un jour se confronter à l'écriture théâtrale, même si le texte n'est pas joué, etc. Parce qu'on entend terriblement quand il y a des lieux communs ou des mots de trop. Et ce qui nous guette tous, évidemment. Et parce que dans une pièce de théâtre, jouer, représenter un acteur, il a un texte à sa disposition, un espace, du temps, des partenaires, mais certainement pas. Il n'est pas là pour expliquer, commenter. Et donc voilà, je crois que j'ai appris cela. Là. Et puis alors, les techniques du conteur, j'aime comme tous les êtres sur cette planète écouter des histoires, et j'aime en raconter. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, parfaitement, parfaitement. En fait, tu viens de recevoir le prix Main-Martin qui, cette année, était consacré à la poésie. Oui, Il faut signaler une petite chose. On dit très souvent un tel prix a été décerné à l'unanimité. Bon, c'est une formule qui ne veut rien dire parce qu'en général, dans les jurys, il y a beaucoup de confrontations. ouais. Et bien, je peux témoigner d'une chose cette fois-ci. Vu la pandémie, on n'a pas pu se voir, il n'y a eu aucun jeu d'influence. Donc, on a tout fait par email, donc par courriel. Simplement, les jurys votaient. Et on a reçu, donc les 4 personnes qui devaient juger, nous ont envoyé leurs 5 choix préférés. Oui. Et en tête, il y avait un seul nom, le tien. Donc là, c'est vraiment à l'unanimité et sans concertation et évidemment sans influence. C'est tout de même remarquable. Je suis très touché et j'ai été prévenu justement par Philippe Leu, j'ai été prévenu par toi un peu avant, quoi. Et il y avait un enthousiasme dans votre voix qui m'a profondément touché. Merci. Bien entendu, il y avait d'autres très bons recueils. Bon, forcément, le prix à une personne, ici, il n'y a eu aucun doute. Il y avait évidemment dans ces 4 ou 5 livres proposés de très, très bonnes choses. Mais enfin, il y en a un seul qui arrive en tête, et voilà, c'est le principe. Voilà, ça marche. Voilà. Et en fait, je voudrais savoir si la poésie, qui est tout de même un genre fondateur, est pour toi un genre, comment dire, que tu as pratiqué, que tu situes marginalement dans ta production, parce qu'on ne voit pas tellement de recueils de poèmes dans tout ce que tu as fait. Hein. Il y en a quelques-uns, mais pas en très grand nombre. Et j'aimerais savoir, ce genre particulier, est-ce qu'il occupe une place principale ou secondaire dans ce que tu fais? Principale, absolument. J'ai publié 5-6 recueils de poèmes. J'ai publié des textes courts et des textes brefs et des poèmes aux éditions MEO, accueillis par Gérard Adam et Monique Tomasetti, qui dirigeait la collection. Et puis, je dis principalement parce que
la scansion, la sonorité, la syllabe m'importe tellement. Je pense qu'on écrit tellement trop de mots d'indignation, de malaise, de ceci et de cela, et que la poésie est devenue un peu le bac à sable des âmes perdues dans son quartier. Bon, voilà, ça, ce que je pense aussi. Mais ça n'a jamais changé. Mais aujourd'hui, la capacité de métastase est plus grande. Alors, je pense que c'est très bien si chacun écrit, évidemment. Le problème, c'est qu'il y a tellement qui publient que nous avons, nous, les auteurs, les auteurs, je n'aime pas très bien les autrices, les auteurs et les auteurs, belges, hein, à présent et à venir, salut, hein, c'est un peu ça, que les auteurs ont une difficulté immense à se reconnaître dans la masse alors que la critique a disparu. Ce ne sont pas les éditorialistes de Facebook ou des blogs, etc., dont je fais partie, qui font la reconnaissance d'un livre, ils font la connivence du livre, ils font une reconnaissance, bien sûr, mais la critique qui dit non, ça c'est pas bon, pour telle et telle raison, ça a disparu. Ça a disparu. Et donc, il me semble que la poésie est un genre fondamental, fondateur, c'est le souffle, mais je pense qu'il ne faut pas en publier trop. Voilà. Voilà. Oui, et quelle est ta position sur l'état de la poésie aujourd'hui? Mais l'état de la poésie aujourd'hui, je te dis, je chipote toujours parce que je suis nerveux. Ah bon, voilà. L'état de la poésie aujourd'hui, eh bien, il y a comment dirais, il y a une poésie qui est de plus en plus marquée par la présence sur scène. Les performeuses, les performeurs, les slammeurs, slammeuses, etc., dans lesquels je ne me reconnais pas très fort, mais c'est probablement une question de génération. Et puis, je n'ai pas envie qu'on confonde le corps de l'auteur avec le texte. Ça, c'est une première chose. Mais ça produit autre chose. Hein, ça produit autre chose. L'état de la poésie aujourd'hui, il me semble qu'elle a de grandes difficultés à saisir les sujets dont par ailleurs le reste de la littérature s'empare. Donc il y a quelque chose qui est inextricable, c'est qu'en poésie, on peut attaquer tous les sujets, mais on n'est pas là pour raconter le monde comme si c'était un défilé de chroniques. Il y a une tierce, il y a un son qui nous vient de la fenêtre de la conscience, ou de ce que j'aime énormément citer pour moi, la décence ordinaire chère à George Orwell, hein, c'est cette main toujours liée à l'humanité dans laquelle je suis et qui m'accompagne. Voilà, pour moi, ça, c'est la fonction de la poésie. Et puis, il y a des poésies, il y a la poésie qui a le droit d'exister merveilleusement. Et je me suis dit, là où je viens de le dire, hein, une sorte de fraternité qui me semble essentielle, et non pas d'indignation, qui est un mot, comme le mot poésie, qui s'use très fort. Donc on est toujours confronté à ça, évidemment. Il faut chaque fois rafraîchir la chose, quoi. Oui, oui, j'imagine bien que tu nous as tiré sur des voies comme celle-là. Je ne suis pas déçu. Je t'avais demandé de préparer 4 à 5 minutes de lecture et je ne t'ai pas imposé un livre ou l'autre. Alors, j'ignore tout à fait ce que tu as préparé, mais si tu te sens prêt, nous allons t'écouter. Oui, je voulais avant tout signaler à quel point je suis d'abord touché par votre présence et par votre invitation, par le prix, mais aussi le mettre sous la bannière de ce très cher Daniel Fano, disparu en 2019, en octobre 2019, qui a écrit la 4e de couverture, qui était un ami, qui était un homme que j'admirais énormément. Et s'il y avait plus de Daniel Fano sur Terre, il y aurait plus d'intelligence et plus de paix, probablement. Donc, c'est lui. Remercier Jean-Louis Massot, éditeur, très heureux qu'il m'ait intégré à son catalogue, un peu avant d'arrêter ses activités, mais heureusement, et c'est rare en Belgique, il a relayé et il a transmis son patrimoine.
Et enfin, de remercier Pierre Deuys qui a fait une magnifique couverture. Voilà, ça c'est sous cette bannière-là, je dirais. Maintenant, que lire? Que lire? Que veux-tu que je lise? Que veux-tu que je lise? Eh bien, suis ton inspiration. Évidemment, on aimerait t'entendre lire quelques pages Au prochain orage je descends, donc ce livre. je vais en lire un. Oui, voilà, nous t'écoutons. Allez, je vais en lire un. Je ne sais pas si vous avez fait un contrat smart pour me payer ce soir. Oui, mais on ne peut pas excéder les 100 000 euros pour une seule soirée. D'accord. On va se contenter de ça. Je retirerai ça de ma cotisation à l'AEB l'année prochaine. Voilà. Alors voilà. Vous m'entendez bien? Vous faites signe de la tête, ça va? Merci. Voilà. Merci. On te reçoit. Des nuits de rêves, de cauchemars, de visions, d'éclats, de tumultes. Et l'on se tend vers l'aube, épuisé de quitter le ring des sommeils douloureux. Tes bras, seuls, en barrage contre l'inusable élongation du temps. Tes bras de lait, de soie et de taffetas, tes bras de talc et de parfum, tes bras d'étouffement et d'étranglement joyeux, tes bras humides et chauds dans le combat, tes bras sanglés de bijoux et de cuir, tes bras dépliés comme une ville ouverte, tes bras en rempart contre la fin de tout et de chacun, tes bras suffisent. Tes bras sont un cerceau qui tourne sur l'azur, roule vers l'horizon et m'entraîne hors d'ici, de moi, de la nuit et du jour. Tes bras auraient pu, pouvaient, ne peuvent plus. Les digues ont cédé, les terres immergées. Nous allons si nus dans de telles errances, trop enlacés encore à des bras de vestiges, de ruines et d'illusions, qu'il nous faut le sommeil et l'arche d'un poème, un temps pris sur le temps, de la durée façonnée à la main, en nappe sur la table où le cahier repose à côté du crayon. Voilà, ça c'est un que je vous offre. Oui, enfin, qui est bien représentatif de l'ensemble du recueil. Hein. Donc on sent une poésie dans un sens autobiographique, mais qui va dans un certain lyrisme. Et je dois dire que tu as une technique d'écriture comme ça, d'une grande clarté, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'y mêler de la complexité, et bien entendu de l'humanité, hein, puisque ça vient tout de même de toi. Et j'ai forcément fait le parallèle avec les proses que j'ai lues de toi donc, il y a quelque temps, dans tes derniers livres, notamment un qui m'a vraiment frappé, c'était Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien que je montre ici, un titre déjà en forme de paradoxe. Oui, ce n'est pas rien. Donc, il y a déjà quelque chose qui surprend dans ce titre, que c'est limite une erreur, s'il y a du rien, il y a forcément quelque chose, etc. Donc, on est déjà interpellé par ce titre. Et ce livre est en plus un sous-titre Nouvelles et promenades. Et en effet, ces nouvelles sont des promenades. Hein. Tu te promènes dans ta vie, la vie d'autrui, etc., dans certains événements. Et j'ai l'impression que ces textes sont plutôt dictés par ton parcours non littéraire que par tes lectures. Oui. J'ai lu beaucoup. J'ai lu passionnément. Je lis moins, peut-être avec plus de légèreté. Mais les influences littéraires sont là. Elles m'ont marqué terriblement depuis que je suis enfant, je crois. J'entendais le mensonge des hommes. J'entendais à quel point nous usions du langage pour raconter à peu près n'importe quoi aux enfants que nous étions. Alors il fallait être extrêmement attentif à la langue pour repérer le mensonge de la vérité. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on écrit. C'est esquiver la trahison. Oui, puis il y a cette fameuse sentence, le mentir vrai, hein, qui résume en 2 mots toute l'aventure littéraire de Oui, à peu près voilà. 6 Mais 000 alors, pardon. Oui. Non, j'en prie. Non, je dis, ça fait à peu près 6 000 ans qu'on écrit, globalement, qu'on retrouve des textes. Forcément, tout ça est une suite de
de longues fabulations. Et, Exactement. et pourquoi finalement utiliser le terme menteur, puisque de toute façon, tout récit, même qui se veut authentique, même un témoin qui relate ce qu'il a vu lors d'un accident, ne va peut-être pas mentir, mais réinventer quelque chose. Hein. Bien sûr. Alors peut-on appeler ça du mensonge? Je parlais du mensonge très précisément dans le domaine de ce qui est nécessaire pour construire un homme, c'est de lui faire distinguer la part de la vérité et de l'abus. Voilà. C'est ça que je parle. Sinon, je sais que je vous ferai chasser des fantômes, disait Sade. Hein, voilà, c'est tout. Mais je ne crois pas un seul instant ce que les écrivains racontent. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise parce que l'écriture autobiographique à propos des tragédies intimes que révèlent quelques romans français pour le moment, à propos de l'inceste, du viol, enfin de ces insanités de l'humanité, m'amène sur un terrain que je ne reconnais plus comme de la littérature, mais en même temps qui ouvre probablement un nouveau champ de la littérature qui a toujours été là. Mais qui était moins surexposé, hein, je dirais, surexposé. Par ailleurs, ces livres libèrent une parole, comme on le dit facilement. Donc, ils étaient nécessaires. Donc, on est continuellement là, mais ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé autrement, et ça s'est passé comme on essaie, comme on peut, comme ces auteurs, ces écrivaines peuvent le raconter aujourd'hui. Elles font ce qu'elles peuvent en payant le prix le prix fort, évidemment. Mais cette vérité, ce n'est pas la vérité de la fiction. La vérité, vous savez, quand ces mineurs chiliens ont été enfermés sous terre pendant des jours, si c'était des semaines, je crois, où Apple attendait à la sortie pour leur offrir à chacun un Mac, où les juristes, les avocats étaient là, et les télévisions étaient là. Et je me souviens que Nancy Houston avait rappelé lors d'un entretien de l'homme de fiction que nous sommes, hein, je ne me souviens plus du titre, l'espèce fabulatrice, c'est ça. Il rappelait que certainement, ce serait un écrivain qui raconterait ce qui s'est passé là au fond, les trahisons, les solidarités, etc., mais pas les témoignages devant la télévision. Et qu'un écrivain parviendrait, une écrivaine, un écrivain, parviendrait à laisser entendre cette part d'horreur qui est notre humanité et qu'on chasse toujours en disant que c'est inhumain. C'est cette humanité-là qu'on retrouve grâce à la fiction. Voilà, alors je ne sais pas si tu as le livre sous la main et si tu veux nous en lire. Je l'ai, non, il est là-bas. Oui, Il est là au-dessus. Mais je n'ai pas envie de vous embarrasser avec des lectures un peu d'essais, si vous voulez. Hein. Oui, Je voulais peut-être ajouter une chose par rapport à cette fiction, c'est que je me souviens l'avoir dit un jour à des participants à un atelier que j'animais. Tu sais, moi, j'ai pu mentir pendant des années à mon père, et il voyait toujours que je mentais, et venant, j'en recevais une. Et puis, en vieillissant, j'ai appris qu'il fallait respirer et mettre la respiration au bon endroit, et là, on ne voyait pas qu'on mentait. Oui, oui. En fait, je me souviens d'ailleurs d'une allusion dans ton bouquin à propos de adolescents, futurs diabétiques, etc. En quelques mots, c'est comme ça, tu plantes un décor bien actuel. Et finalement, je ne sais pas si toi, tu te vois encore comme un de ces adolescents qui aurait pris un certain âge, mais qui restait cet adolescent, ou si tu parles de la vie des jeunes d'aujourd'hui, ou si vraiment il y a une scission entre les deux. Non, j'essaie quand je rencontre les gens dans la rue, au magasin, enfin, dans ma vie quotidienne, j'adore faire des farces, raconter des blagues, et je me rends compte, au début du Covid, la toute première vague, je me suis arrêté dans une petite grande surface, j'ai mouillé mon doigt, je l'ai levé, et il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et je dis, je fais antenne à virus. Et on m'a regardé comme si j'étais fou. Et je lui dis, vous voyez, les virus s'accrochent, et puis on va se laver les mains. Et ça fonctionne vraiment, je t'assure. Hein. Ça fonctionne vraiment. Je dis, ça dépend du doigt.
Et ça, c'est Gabriel Garcia Marquez aussi, hein. Ça dépend du doigt. Tu vois, ça m'amuse beaucoup, mais ce sont les gens, mes contemporains. J'ai vécu dans 3 pays et j'ai toujours ressenti à quel point nous étions des copier-coller avec une chose qui différenciait, c'était les poèmes, les musiques, les légendes, les histoires qui traînaient dans la tête des gens. Et au Portugal, j'ai vu aussi un peuple qui adorait ses poètes. Au Maroc, j'ai vu des amoureux des histoires et des légendes. Ici, en Belgique, je constate qu'il y a une forte méfiance par rapport à l'institution, quelle qu'elle soit. Forte méfiance par rapport à l'institution. Et en même temps, une capacité de dérision, etc. Je me souviens, dans les années 80, il y avait un livre, Dessin de Rézère en couverture, paru au Seuil, et qui s'appelait « Le communisme est-il soluble dans l'alcool ?» On a vu que oui. Hein, et je me demande... On entend un rire qui voilà. couper son micro. Voilà. Et aujourd'hui, je me demande si l'intelligence n'est pas soluble dans le Covid. Tu vois, il y a quelque chose du genre. Moi, quand je me gratte, je me dis, ça y est, c'est un variant espagnol. Tu vois, il y a quelque chose de la dérision que nous devons absolument prendre en compte grâce à la littérature, grâce à Paul Dulieu, que je vois là, m'a livré un formidable livre, Louvain brisé. Et déjà, on voit que cette histoire de Louvain, on est chez les tapés. On est chez les fous, on sépare une bibliothèque comme ça, bon voilà. C'est merveilleux, il n'y a pas besoin d'avoir... On dit toujours, il faut de l'imagination pour écrire. Je ne crois pas un instant qu'il faut de l'imagination. Il faut de l'oreille. Il faut écouter, il faut regarder. Voilà. Mais parmi tes livres relativement récents, il y en a un qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est Position pour la lecture. Et justement, c'est une déambulation. Tout d'abord, c'est un ensemble de textes épars qui ont été réunis, mais il y a une cohésion, ça forme un vrai livre. On pourrait appeler ça un essai. Bon, un essai forcément... je veux dire, un essai doit être écrit par un essayiste. Ouais. Ici, on est ailleurs. On est sur une sorte de réflexion à travers une fiction, parce que je crois que tu es un auteur de fiction. Hein. Ouais. Tu n'es pas autre chose, mais il y a tout de même un ensemble, une réflexion. Il y a évidemment beaucoup d'humour, il y a beaucoup de transfert de ta personnalité dans ce que tu lis, etc. Et le tout constitue vraiment une sorte de trame à travers ton parcours personnel et tes lectures et une réflexion. Mais je dirais, mais le livre, donc ce sont des textes que tu as écrits séparément, mais le livre tient vraiment comme unité. Bon, je sais que tu as pas mal bourlingué, hein, et je crois que tu peux aussi comparer certaines cultures. Alors, je voudrais savoir si tu as voulu introduire dans ce livre plus des fictions que des réflexions. Il me semble que c'est bien ça. Nous sommes bien d'accord, bien sûr, Carino, et tu m'as bien lu. Je voulais réagir à propos de ce livre au terme de promenade. Dans la littérature allemande, la promenade est un genre. Il y a des littératures qui ont un genre qui n'appartient pas à la littérature française. La littérature portugaise a un genre qui n'existe par ailleurs, c'est la littérature tragico-maritime. Hein, qui raconte ces grands récits suite au naufrage, etc., rapportés à Lisbonne, à Zagreb, etc. Et donc, on a chacun des genres qui nous sont propres à la langue. J'avais publié un très court pamphlet avec un ami portugais, metteur en scène, prof d'université, écrivain, José Geraldo. C'est sur l'émigration des lettres, où il nous raconte, il nous montre, et il y a la traduction, ça sera en bilingue, à quel point on n'a pas besoin de toutes les lettres aujourd'hui. Le V, on s'en sert peu, on peut le remplacer par 2P, le P, oui, un peu, etc., etc. Le texte devient illisible. Je lui demandais, et vous, chez vous, l'inclusif, ça donne quoi? Il dit, quoi? C'est notre affaire, c'est pas la leur. Et j'ai reçu récemment des mails où les gens essaient, hommes et femmes, d'écrire en inclusif, mais ils ne connaissent pas la règle. Alors ça devient comique. Les S se perdent, les points sont mal mis. Enfin, c'est illisible. Je hais profondément ça. Je suis prêt au débat,
mais rendre une langue illisible et inaudible est une destruction volontaire de l'époque. Voilà. Ah oui, les promenades, donc, c'est un genre qui me convient très bien. Voilà. Parce qu'on regarde, et c'est comme si on faisait un travelling cinématographique, et on enregistre, et puis à un certain moment on s'arrête, et puis on reprend. Ça me convient très bien. Et puis, comme le monde va trop vite, la promenade indique tout de suite, je pense, un ralentissement. Bien. Voilà. Et, il est évident que tu n'es pas du tout un moraliste. Hein. Je crois que l'humour te sauve. Et tes vues qui sont très précises et parfois mordantes sur la société et la littérature sont ce qu'elles sont. Mais il n'y a pas de raison qu'elle échappe. Oui. Il n'y a pas de raison. Voilà. Non, mais vraiment, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de coton autour de nous, mais en fait, c'est quand même qu'on est à vif. Hein, et si le à vif produit des minauderies, il faut le dire. Voilà, mais écoute, je peux lire, je viens d'ouvrir donc ton position pour la lecture et je lis ceci. La littérature est une âge où le pire de l'homme et parfois le meilleur peuvent se reproduire à l'infini, hors des lois moralisantes où nous allons en esquissant le pire et le meilleur. Je crois que ça résume bien ce que tu es et ce que tu veux dire. Ouais. Je n'ai pas lu beaucoup, parce que je pense que on est là pour ça. Je pourrais lire, j'ai un SoundCloud où je mets des textes, etc. J'avais envie peut-être de dire Daniel Fano. Oui, bien écoute, oui. Jean-Claude Van Damme a bien compris que nous étions des enfants et qu'il fallait raconter encore et encore toujours la même histoire. Qu'importe la question qu'on lui pose, avant même qu'elle soit formulée, il a sorti sa panoplie de clowns métaphysiques. Il déclare « Je dois être aware, pardon. L'aware imaginaire. » Pardon. Il me fait toujours rire. Hein. Je dois être aware de ma propre méfiance. Ou il faut écouter le silence de l'âme. Ça, j'ai vu dans de nombreux poèmes, par exemple. Hein. Et de rythmer son discours d'une abondance gestuelle de vieux chinois à l'heure du tai chi matinal. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Oui. Donc, ces personnes n'ont pas coupé leur micro, on les entend bruit de fond. Mais de toute façon, on avait dit que pour cette une demi-heure, très court, donc on est arrivé à une bonne demi-heure. Je crois qu'on peut en rester là. Bon, on va te laisser tout de même un mot de la fin. Merci, Garrido. Oui, voilà. De toute façon, je crois que c'est concluant. Il y a quelques petits ratés, forcément. Oui, non, on mettra tout ça au point. Je crois que forcément, notre désir à tous, c'est de se revoir en vrai. Hein. Ouais. J'espère que ça ne tardera pas. Mais bon, cette plateforme, tout de même, nous sauve un peu. C'est une alternative, nous l'utilisons. Bon, peut-être à contre-cœur, mais enfin, ça, nous gardons le contact. On voit ils ont des images, il y a tout de même des visages, de vraies voix. Ça nous sauve un peu la vie. Et on va continuer donc cette formule tant que nous pourrons Paris ouvrir nos murs. Et puis voilà, tout le monde sera prévenu à ce moment-là. Alors, on va écouter simplement le mot de la fin et ton adieu. Carino, on ne pourrait pas quand même demander un mot de l'éditeur et quand même encore un ou deux poèmes, ce serait chouette, non? Eh bien, je vous laisse la plateforme. Je vous laisse libre. Merci Marie-Clotilde. Alors, un mot de l'éditeur, je voulais d'abord saluer, je dirais, mes consoeurs et mes confrères qui, dans cette période où la vague psychiatrique qui était niée au début de la pandémie arrive, se voit confronter des profs grâce à leur éditeur à de plus en plus de douleurs individuelles. Et écrire dans ces conditions apparaît presque comme une nécessité et un luxe nécessaire. Parce qu'on n'écrit pas pour soi. Ça part par nous, mais sinon, j'ai des carnets dont personne, heureusement, n'héritera. Et puis, le travail d'édition, eh bien, c'est un travail très simple. C'est d'essayer, dans une très modeste structure, de faire apparaître des livres qui m'ont touché, qui m'ont beaucoup plu, que j'aurais voulu lire. Et ça se
ça se fait vaille que vaille, comme on dit. C'est quelque chose quand même qui me passionne depuis l'âge de 22-23 ans. Je suis revenu, j'étais parti, je suis revenu, je suis parti. Je sais que la littérature, dans la question d'édition, est de plus en plus difficile. Il y a tellement de livres et le secteur, la littérature est une part de plus en plus difficile. Les moyens éditeurs français, allemands, etc., survivent difficilement. J'ai dit les moyens, je n'ai pas dit les petits éditeurs belges, etc., etc. Donc c'est pour moi une façon de partager, vraiment. Et puis un autre poème, bien sûr, Marie-Clotilde, avec grand plaisir. Et dire aussi à quel point, je le rappelais lors d'un entretien précédent avec à quel point il y a une joie de lire mes contemporains aussi. Parce que je viens vérifier où j'en suis avec eux. Je teste ma voix comme on teste un verre de cristal, je dirais. Il me faut une grande attention. Et donc voilà, je vous salue. Je vous salue. Voilà, un petit texte. On t'écoute. Ouais, bah, allez. Oui, mais il y a aussi Michel Torrekens qui nous dit « Où prend-on le verre de l'amitié ?» C'est un petit... Eh bien, chez moi, j'ai oublié de dire que vous voyez le vélo d'appartement là derrière moi? Non. Voilà, oui, on le voit bien. Oui. C'est à peu près pour moi l'état de la culture aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que je voulais le mettre. On pédale, on n'avance pas, mais on a le sentiment d'avancer. Ça fait mal dans la même façon. Donc, je ne voulais pas monter dessus, si j'ose dire. Mais c'est vrai que quand je suis sur ce vélo, parce que j'ai un problème de sciatique, etc., je me dis, bah, allez, Daniel, tu es une métaphore vivante, hein, tu es en train de pédaler et ça n'avance pas. Essayons de rire. Hein. Voilà. Avec toi, Daniel, on ne fait jamais du surplace. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Les cheveux débordent. Hein. Voilà. Voilà. J'ai adressé la plupart des poèmes du recueil à des personnes que j'aime, que j'ai rencontrées. Celui-ci est dédié à Edileuza Rodriguez. Sur la terrasse, il est allé regarder la nuit, toute la nuit, de fond en comble, et choisi une étoile dans l'œil. Et le matin, pardon, sur la terrasse, il est allé regarder la nuit, toute la nuit, de fond en comble, et choisi une étoile dans l'œil et la main pour le poème. Le dernier matin du poème, il a fermé les yeux, les mains, le poème encore froissé, posé sur une chaise, s'en est allé en nous laissant une étoile qu'il nous fallait remettre en place dans le poème. C'était à nous, ce poème de la confiance, sur la chaise de la terrasse, la nuit. Ça, c'est Merci, Daniel. C'est fini, hein? Je crois qu'on peut rester là.